Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour mes chers étudiants. Et comme il est convenu, comme il est prévu, nous allons commencer ensemble ces cours à distance. Alors je tiens à vous rappeler que ces cours sont dédiés aux étudiants, bien sûr, inscrits en semestre 3, filière sciences économiques et gestion. Alors, et bien sûr, le module s'intitule l'introduction à l'étude du droit, bien sûr. Alors, puisque vous êtes des étudiants inscrits dans un champ cognitif un peu loin des études juridiques, peut-être que vous n'avez pas, ou bien que les idées que vous avez sur le droit, elles sont un peu vagues, et le droit, il est lié à tout ce qui ordonne, à tout ce qui est interdit. Le droit se base sur la contrainte, sur la sanction, mais en réalité, le droit, c'est plus que cela. Alors, je peux vous dire que le droit s'érigit dans toutes les relations et tous les rapports humains. Même entre les rapports d'affection entre les époux, il peut régir même des questions très intimes comme la fidélité, la pension alimentaire. Aussi, il régit les relations entre les parents et les enfants. Il détermine bien sûr les règles de filiation parentale et bien sûr la filiation paternelle aussi. Et il régit aussi les rapports avec l'autorité en général et les rapports avec qui peut résider entre un individu dans une société et les autres individus, l'individu et les administrations, l'individu et l'autorité en général. Alors aussi, elle régit les rapports économiques, c'est très important. Alors vous, autant que des étudiants dans cette filière, après que vous aurez vos diplômes, Inch'Allah Rahman Rahim, vous ne pouvez pas imaginer à travailler sans se référer à des textes de droit, même dans ce domaine qui est les études économiques. Si vous voulez, si vous voulez par exemple créer une société, alors vous devez respecter les démarches citées par les textes juridiques, les textes de loi et le droit en général. Alors si vous voulez bien sûr signer des contrats et faire bien sûr des transactions, vous devez respecter les règles juridiques ou bien le droit qui réglemente, qui régit ce genre de relations. Alors, et toujours parce que le droit, elle est inséparable à l'existence d'une société. Dès qu'il y a une société, il y a du droit. Même s'il n'est des règles de droit, bien sûr, même si elles ne sont pas écrites, mais il existe. Alors, les membres de cette société, ils sont dans l'obligation de se référer à des coutumes ou bien à des textes ou bien des règles pour, bien sûr, réglementer et pour organiser la vie dans cette société. Alors, le mot droit, en général, dans la langue française, a deux sens. Il y a le droit, si vous voulez dire le droit avec T majuscule, bien sûr, ça donne une signification à tout ce qui est règles de droit, à l'ensemble des règles juridiques. Et nous avons aussi le droit qui signifie les prérogatives ou bien les droits dont une personne dispose dans une société. Plutôt, ce sont des prérogatives qu'on les appelle les droits subjectifs. Alors, bien sûr, ces droits, ils peuvent être des droits politiques, ou bien sûr des libertés publiques reconnues par
la Constitution, et ce sont des droits, ce sont plutôt des prérogatives. On les appelle le huquq shakhsiya ou bien les droits subjectifs. Pour le droit objectif, c'est al-qanun al-mawdoui. Dans la langue arabe, on ne trouve pas ce problème-là parce que nous avons deux termes différents. Nous avons al-qanun, c'est مجموع القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع. قانون مجموعة القواعد القانونية. Et nous avons al-haqq, al-huquq. Ces deux mots sont un peu différents. Et aussi dans la langue anglaise, c'est la même chose. Nous avons law, qui signifie le droit objectif, et rights, les droits subjectifs. C'est pourquoi on trouve toujours le mot le droit subjectif, elle est écrite en pluriel avec S à la fin parce que c'est toujours des droits subjectifs. Alors, on peut dire que le droit objectif est en premier lieu un ensemble des règles destinées à organiser la vie, bien sûr, en société. À cet ensemble, on applique l'expression, bien sûr, droit objectif. Et pour les droits subjectifs, bien sûr, c'est les prérogatives reconnues aux individus, bien sûr. Ces prérogatives sont des droits subjectifs dont les individus peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres personnes dans la société. Et pour vous donner un exemple, peut-être maintenant, je suis le propriétaire de ce portable. Alors, je dispose d'un droit de propriété sur ce portable et ce droit me donne des pouvoirs sur ce portable. Je peux l'utiliser, je peux l'offrir à une autre personne et je peux aussi le casser si je veux ou bien le laisser débrir, si vous voulez dire. Et comme ça, je dispose des pouvoirs autant et en vertu de ma qualité de propriétaire, je peux faire tout ce que je veux avec ce portable, bien sûr, parce que je suis le propriétaire. Alors je dis, j'ai un droit sur ce portable. Je suis le propriétaire de ce portable. Alors ce droit dont je dispose envers ce portable, il est classé parmi les droits subjectifs. Et bien sûr, nous allons voir les droits objectifs, dont, bien sûr, dans une première partie, et nous allons voir et détailler un peu les droits subjectifs dans une deuxième partie. Et comme ça, pour le droit objectif, bien sûr, il faut souligner dès le début que le droit vise à structurer la société, bien sûr, à travers une combinaison complexe de normes. Mais la règle de droit existe à côté d'autres règles sociales. Quels sont ces caractères, les caractères ou bien les caractères de la règle de droit et quelles sont les catégories de règles de droit? Il y a assez de catégories de la règle de droit. Nous allons les voir. Et dans un deuxième temps, nous allons analyser et voir aussi et étudier les sources de la règle de droit, bien sûr, et le champ de son application, et pour bien vous donner une idée assez claire et assez simple en même temps sur le droit et la règle de droit. Bien sûr, l'idée de droit ne peut être dissociée de celle de règle. Lorsqu'on parle du droit, on fait appel au mot règle, règle de droit. Mais cette relation entre la règle et le droit ne peut être que le point de départ de la réflexion. Il existe en effet d'autres ensembles de règles qui ne sont pas juridiques ou ne sont pas considérées comme telles, et l'on est ainsi la règle morale ou encore la règle de politesse.
Et toutes ces règles visent et ils ont pour but de, bien sûr, régir ou réglementer la vie dans la société, plutôt organiser la vie dans une société. Alors, là, il faut tout d'abord, et avant de voir les caractères de la règle de droit, il faut que je vous donne une définition de la règle de droit. Et vous devez la retenir parce qu'elle est très importante. Alors, la règle de droit est une règle de conduite sociale générale et abstraite, obligatoire, permanente, et elle a une finalité sociale. Alors, pour la définition, et selon cette définition, on peut retirer les caractères de la règle de droit en général. Alors, la règle de droit est une règle de conduite sociale. Premièrement, elle est générale et abstraite. Elle est obligatoire. Elle est permanente et elle a une finalité sociale. Alors, les règles de droit se subdivisent à plusieurs types. On parle de règles impératives lorsqu'il n'est pas permis aux sujets ou bien aux individus de droit, de les écarter, ou bien aux sujets de droit de les écarter. Alors que celles qualifiées comme supplitives ou interprétatives tolèrent la mise en œuvre d'autres dispositions, généralement ayant pour objectif de faciliter, si vous voulez dire, aux intéressés l'insertion de conditions qui leur sont bénéfiques et qui peuvent protéger leur, bien sûr, position envers les obligations qui ont, ou bien les obligations soulignées ou bien citées par le contrat, ou bien par un contrat, si vous voulez dire. Alors, comme on peut distinguer dans le droit objectif entre les règles de droit privé et les règles de droit public. Alors, nous allons voir maintenant les caractères de la règle de droit. Quels sont les caractères de la règle de droit? La règle de droit, tout d'abord, est selon la définition que nous venons de la citer, c'est la règle de droit est générale. Alors, la règle de droit est générale, cela signifie quoi? Cela, il signifie que cette règle a vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Cela explique qu'elle soit toujours formulée de manière générale et impersonnelle, abstraite. On rencontre souvent des formules dans les textes et les textes juridiques. Quiconque, toute personne, alors ces expressions, elles démontrent et elles sont la preuve sur laquelle on peut se baser pour dire que la règle de droit, elle est générale. Aussi, il faut souligner quelque chose qui est très important, c'est que la règle de droit concerne chacun et ne vise personne en particulier. Ça concerne tout le monde, il ne vise personne en particulier. Cela signifie pas pour autant que toutes les règles de droit ont vocation à régir toutes les personnes. Parfois la règle de droit s'applique à un groupe de personnes, les salariés par exemple, les employeurs, les médecins, les consommateurs. Alors la règle de droit, elle est générale parce qu'elle a vocation à s'appliquer à toute personne appartenant à cette catégorie de personnes. Alors, et c'est très important parce que est très important parce que ce caractère qui est la règle de droit est générale, la règle de droit n'en est pas moins générale parce qu'elle vise une catégorie de personnes sans viser personne en particulier. Alors même si la règle de droit, et c'est très important, vise une catégorie à laquelle une seule personne appartient, par exemple le chef de gouvernement,
en fonction. Vous pouvez me dire, monsieur, nous avons des postes là où il y a une seule personne. Par exemple, le poste du chef du gouvernement. Combien de chefs de gouvernement nous avons? Nous avons un seul chef de gouvernement. Alors, les textes qui réglementent la situation et les obligations du chef de gouvernement, alors, est-ce qu'ils sont généraux? Oui, ils sont généraux. Ils conservent ce caractère, ou bien un caractère général, parce que ces textes ne nomment personne en particulier. Ou bien ils réglementent, ils régissent la situation du chef du gouvernement, peu importe qui est ce chef de gouvernement. Qu'il soit Ahmed ou Ali, peu importe. Alors, ils sont toujours généraux pour ce poste. En principe, le caractère général de la règle de droit est une garantie contre l'arbitraire, contre la discrimination individuelle. Alors, la règle de droit régit des situations et non pas des cas particuliers. Bien sûr, la loi ne va pas décider si Ahmed est l'enfant légitime de monsieur et madame Zaidi, si vous voulez. Je dis n'importe quoi, un exemple. Mais la loi décide que tous les enfants nés pendant le mariage sont légitimes. Il faudra appliquer la loi à cette situation. En revanche, le juge statue sur des cas particuliers. Il rend des décisions et non pas des règles de droit. Alors les jugements, les verdicts, bien sûr, tous ces jugements, ça ne produit pas des règles de droit, mais ce sont des décisions qui statuent sur des cas particuliers bien sûr. Bien sûr, on peut, et selon ce caractère, distinguer la règle de droit qui, bien sûr, la règle de droit est distinguer la règle de droit à d'autres normes juridiques. Bien sûr, peut-être des décisions individuelles émanant de l'administration. Bien sûr, par exemple, un permis de conduire. Si l'administration vous donne un permis de conduire, ce n'est pas une règle de droit. Ce sont des dispositions. Bien sûr, une notification de droit, une loi qui ordonne les funérailles nationales pour les obsèques d'un homme d'État, si vous voulez accepter cet exemple, un ordre de réquisition, une nomination par décret à une fonction publique, alors où un titre honorifique, ce n'est pas une règle de droit, mais une disposition personnelle. Alors, bien sûr, le jugement aussi, et on est de même, le jugement tranchant un litige particulier, il n'édicte pas une règle de droit à vocation générale, elle répond au contraire à un problème particulier. Alors, on peut dire que dans ces deux cas, il ne s'agit pas d'une règle de droit, mais d'une décision en général. Alors, la règle de droit, il y a d'autres caractères. Le deuxième caractère que nous allons voir, c'est que la règle de droit est permanente. Ça signifie quoi que la règle de droit elle est permanente? On dit que la règle de droit est permanente parce qu'elle a une application constante pendant son existence. Et la vocation à régir l'avenir, bien sûr, à durer un certain temps. Cela ne signifie pas que la règle de droit soit éternelle. Elle a un début, bien sûr, et une fin. Alors, toutefois, pendant le temps où elle est en vigueur, elle a toujours vocation à s'appliquer. Un juge ne pourrait pas écarter l'application d'une loi parce qu'elle ne lui paraît pas opportune. Faites attention. Alors, le juge, il est dans l'obligation, et selon les articles qui réglementent les procès
devant le tribunal, alors le juge il est dans l'obligation, il est obligé à appliquer les textes en vigueur qui concernent le litige traduit devant lui. Alors si les conditions prévues par la règle sont réunies, la règle de droit, bien sûr, la règle de droit doit être appliquée d'une manière constante et uniforme à toutes les situations qu'elle réglemente, jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par l'autorité compétente. Alors, nous allons passer maintenant au troisième caractère qui est la règle de droit est obligatoire. Et c'est très important et qui est ce caractère qui distingue la règle de droit. Alors, la règle de droit est un commandement. Elle a un caractère obligatoire. S'il était dépourvu de ce caractère, il ne serait qu'un conseil laissé à la discrétion et à l'estimation de chacun, et non un ordre. Alors, la règle de droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d'organisation de la société. S'il n'y avait plus de règles obligatoires, ça va être l'anarchie, le fawda. Alors, la règle de droit ordonne, il défend aussi, il permet, et il récompense, ou bien il punit. C'est pourquoi elle est obligatoire. Même lorsque la règle de droit est permissive, elle a un caractère obligatoire parce qu'elle interdit aux autres de porter atteinte à cette liberté. Par exemple, l'article 24 de la nouvelle constitution du Royaume du Maroc promulguée par le Dahir du 29 juillet 2011 prescrit ce qui suit. Toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Le domicile est inviolable. Alors les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi. Alors ce sont des permissions. Bien sûr, la personne a droit à la protection de sa vie privée. Personne ne peut toucher la vie privée de notre personne parce qu'elle est protégée. Même si c'est juste une déclaration, une reconnaissance par la Constitution de la vie privée de chacun, mais cette reconnaissance, elle est protégée par la Constitution et nous devons la respecter ensemble. Bien sûr, le droit est assorti de sanctions. Il a un caractère coercitif. Il est sanctionné par l'État. Pour obtenir le respect du droit, des contraintes et des sanctions sont prévues. Alors la sanction juridique est connue pour son caractère contraignant et matériel exercé par les forces publiques compétentes en cas d'inobservation, au cas du non-respect de la règle de droit. Alors, et pour vous donner une idée sur les sanctions citées par la loi, et c'est très important parce que ces sanctions qui prouvent que la règle de droit, elle est obligatoire. Et vous allez voir même les degrés de ces sanctions, bien sûr, qui représentent le degré d'obligation de la règle de droit. Alors, les sanctions, nous avons deux types de sanctions. Nous avons les sanctions pénales et les sanctions civiles. Alors, pour les sanctions pénales, il faut tout d'abord respecter le principe de la légalité pénale. Le législateur fixe les comportements pouvant susciter le trouble social ou violant les textes en vigueur. Certes, toute personne n'ayant pas observé les règles pénales prescrites par le législateur s'expose à des peines qui varient selon l'importance et la gravité du fait illégal. Alors, à cet égard, le Code pénal distingue, selon la gravité des sanctions, trois grandes catégories d'infractions
les crimes, les délits et les contraventions. Alors pour les crimes, ce sont des infractions les plus graves et les peines qui les sanctionnent varient entre la dégradation civique, la peine capitale, la réclusion. Alors à cet effet, l'article 16 du Code pénal marocain énumère les peines criminelles. Bien sûr, les peines criminelles principales, il y a les peines criminelles principales sont la mort, la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans, la résidence forcée et la dégradation civique. Alors, à côté des crimes, nous avons les délits. Ce sont des infractions de gravité moyenne. Ils sont de deux sortes. Délits correctionnels, ils font appel à des peines d'emprisonnement dont la durée est bien sûr comprise entre 2 ans et 5 ans. Exemple, l'article 449 du Code pénal qui prescrit ce qui suit. Quiconque par aliment ou bien breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen a tenté de procurer ou tenter de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle ait consenti ou non, est puni de l'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams. C'est la mort. Écoutez, n'est pas terminé. Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion de 10 ans à 20 ans. Alors, vous pouvez imaginer la gravité même si c'est un délai, mais il peut être changé et avoir la qualité d'un crime. La mort est produite durant cette manœuvre. Alors, nous avons aussi les délais de police. La peine d'emprisonnement encourue est d'un minimum d'un mois et d'un maximum égal ou inférieur à 2 ans, plus amende supérieure à 1200 dirhams. Exemple, est puni d'emprisonnement d'1 mois à 2 ans celui qui sera coupable d'un outrage public, bien sûr à lapideur et en se promenant dans la rue dans un état de nudité volontaire ou en faisant des gestes obscènes. Alors, l'ikhlal bil haya al-alani. Alors, nous avons la troisième catégorie des infractions, les contraventions. Ce sont des infractions les moins graves car leur, bien sûr, répercussion sociale est relativement légère. Alors, ils donnent lieu à des sanctions assez légères, une amende de 30 à 1200 dirhams ou bien sûr une courte détention. Exemple, le stationnement illicite n'est puni que d'une simple, bien sûr, amende. Nous avons à côté bien sûr des sanctions pénales les sanctions civiles. Alors elles sont plus fréquentes et on peut les répartir en 2 grandes catégories selon l'effet cherché, et bien sûr recherché plutôt. Alors nous avons la réparation. Alors bien sûr le non-respect de la règle de droit dans les relations qui s'établissent entre les particuliers, entre les individus, provoque un déséquilibre. Alors les sanctions civiles se proposent de réduire ce déséquilibre à travers, premièrement, nullité des actes juridiques viciés. Alors c'est une grave sanction. Elle vise sans doute à priver pour l'avenir un acte contraire à la loi à tout effet. Bien sûr, elle se propose aussi d'effacer tous les effets produits par cet acte dans le passé. Bien sûr, exemple, les actes de gestion accomplis par les personnes en état de démence ou prodigalité. Bien sûr, Safi,
فهذا العقد يمكن أن يكون موضوع إبطال من المتضرر. Alors, nous avons aussi la récision est une sanction moins grave que la nullité car il n'engendre pas la dissolution automatique de l'acte juridique conclu entre les intéressés, mais tout simplement il menace bien sûr il menace cet acte. Alors la récision entraîne l'annulabilité de l'acte sur demande de la partie lésée, bien sûr. Alors parfois, le contrat récupère sa validité totale, comme s'il n'a jamais été entaché d'aucun vice, soit par le biais de la prescription, soit par la confirmation ou la ratification de l'intéressé. Alors nous avons aussi dommages et intérêts. Bien sûr, dommages et intérêts, toute personne qui occasionne par son comportement un dommage à autrui engage sa responsabilité. La réparation des préjudices subis par la victime consiste précisément à lui attribuer une somme d'argent, bien sûr, ou des dommages et intérêts. Alors nous avons aussi l'astreinte parmi les sanctions civiles édictées par la loi, l'astreinte qui est un moyen de forcer et le poursuivi de ceux qui se refusent à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, à exécuter ses engagements. L'astreinte peut être prononcée par le juge de fond ou par le président du tribunal. Alors, obliger quelqu'un à... L'astreinte, c'est tout simplement obliger quelqu'un à payer une somme d'argent par jour à cause du non-respect d'une obligation. Nous avons aussi, c'est le gharamat tahdidia, et nous avons aussi la contrainte. Il faut distinguer entre deux types de contraintes, l'ikrah, deux types de contraintes civiles qui visent essentiellement l'exécution forcée des obligations. Alors, il y a contrainte directe, certaines sanctions civiles exercent une contrainte directe sur la personne elle-même. Exemple, la personne qui occupe un local sans pouvoir justifier d'un contrat écrit ou verbal de location risque de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Alors, c'est contrainte, c'est une sorte de contrainte directe. Alors, il y a aussi contrainte indirecte, ou bien la contrainte indirecte, c'est la sanction s'exerce non contre la personne elle-même, mais contre ses biens. Par exemple, si un débiteur refuse de payer ses dettes, et il sera possible, bien sûr, à la suite d'un jugement de condamnation, toujours il faut qu'il y ait un jugement de condamnation, de procéder à la saisie de ces biens et de les vendre aux enchères publiques. Alors, la particularité de la sanction juridique est qu'il s'agit d'une sanction étatique. Alors, cela signifie que seule la règle de droit est sanctionnée par l'autorité publique et seule l'autorité publique peut sanctionner l'inobservation de la règle de droit. Cela permet d'opposer la règle de droit aux autres règles de conduite, comme la règle religieuse, la règle morale ou la règle de politesse. Toutes ces règles sont dépourvues de ce caractère obligatoire coercitif. Alors, certes, la violation d'une règle religieuse peut donner lieu à des sanctions émanant de Dieu et la violation d'une règle morale ou de politesse peut entraîner la réprobation sociale, le blâme public, l'exclusion, mais l'exécution de ces règles ne peut être prise en charge par l'autorité publique. C'est très important.
Alors, l'État n'est pas à l'origine de la contrainte exercée pour le respect de la règle religieuse ou morale. Alors, mais toute règle morale, religieuse ou autre peuvent devenir, et c'est très important, cela il est très important, toute règle morale, religieuse ou autre peuvent devenir obligatoires et sanctionnées par l'État, indépendamment de leur contenu et de leur finalité, s'ils ont pris la forme d'une règle juridique. Et nous allons vous donner un exemple. Par exemple, l'article 222 du Code pénal. Cet article énonce ou bien prescrit ce qui suit. Celui qui est notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du Ramadan sans motif admis par cette religion est puni de l'emprisonnement d'1 à 6 mois et d'une amende plutôt de 12 à 120 dirhams. Alors nous savons tous que c'est le fait de nous obliger à respecter, à jeûner durant le Ramadan, ce sont des enseignements, ce sont des directives, des enseignements religieux. C'est une règle, c'est la religion qui nous ordonne de respecter le jeûne de Ramadan et de faire de notre bien pour jeûner le Ramadan. Mais et le non-respect du jeûne, le non-accomplissement de cette farida, ça provoque un châtiment du Dieu. Mais ici, nous voyons que il y a des peines pour les gens qui ne respectent pas le jeûne durant Ramadan. Ce n'est pas une règle juridique, c'est pas une règle religieuse. Elle est devenue une règle juridique parce qu'elle est citée dans le Code pénal. Alors, l'article 222 du Code pénal énonce ce qui prescrit que celui qui ne respecte pas, qui ne fait pas plutôt Ramadan et qui ne respecte pas le jeûne durant le Ramadan et l'a fait d'une manière apparente, le rend ostensible le jeûne dans un lieu public pendant le temps du Ramadan, alors bien sûr sans motif admis par la religion qui est la religion musulmane, il va être puni de l'emprisonnement d'1 à 6 mois. Alors c'est une règle juridique, même si elle a des origines religieuses, mais elle est devenue juridique et c'est l'autorité publique qui va appliquer ces peines et ces sanctions. Alors bien sûr, je peux vous dire que l'existence d'une sanction serait donc le propre de la règle de droit en général. Merci pour votre attention et vous pouvez vous disposer et à la prochaine, Inch'Allah Rahman Rahim.